Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Je m'appelle Mario Cardinal. À l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, pour nos auditeurs qui se demandent qu'est-ce que c'est, il a pas dit le Visual Studio Talk Show. Je pense que ça fait faire bientôt 20 ans. C'est la première fois que je fais pas une introduction en suivant mais tu sais, j'avais comme tour les 2-3 premières phrases standards. Donc, faut croire que je commence à m'habituer. 20 ans plus tard, je peux commencer à faire des intros un peu différentes. Tu vas bien, toi, Guy? Oui. Écoute, c'est la première journée d'été aujourd'hui. On est le 21 juin. On enregistre le 21 juin. Et Guy, est-ce que je me trompe, Oui. mais t'es en train de tomber de l'autre côté de la force? C'est-à-dire que là, pour ton travail, tu utilises un Mac Pro et tranquillement, pas vite, tu deviens est-ce qu'on peut dire un fanat des produits Mac? Bah, pas nécessairement, là. Je te mets sur la sellette un peu, mais c'est comme de... Mais c'est des beaux produits, hein? En fait, au travail, on m'a procuré un MacBook Pro M1 avec 32 GB de mémoire, puis c'est comme moi je suis tombé en amour avec ce machine-là, surtout qu'elle fait zéro bruit. Puis là, je la compare avec mon Alienware qui est à côté, qui la fan est tout le temps en opération, là, jamais tranquille, là. C'est comme le jour puis la nuit, là. C'est ce qui explique pourquoi Intel et la valeur en bourse vaut moins d'année en année. Ouais. Écoute, acheter une nouvelle machine aujourd'hui, je pense que j'irai vers un MacBook Air, là, les nouveaux 15 pouces, là. Oh, ça, c'est tentant. Ouais, mais bon. Il y a moyen aussi de trouver quand même des ordinateurs qui ont des fans. Les nouveaux processeurs sont beaucoup moins gourmands en énergie, là. C'est parce que toi, ton Alienware, c'est parce que c'est une machine de gamer que t'avais. Je suis un peu coupable d'avoir choisi ça. Et je l'avais acheté parce que je faisais du montage vidéo, puis il y a une carte Nvidia, donc avec la puce qui permet de faire de l'encodage. Donc, ce soir, on enregistre avec Nicolas Carlo. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Ça va, la forme. Nicolas, qu'on sait qu'il est un jeune papa, parce que au début de l'enregistrement, c'était le dodo du bébé, parce qu'on enregistre, c'était à peu près 8h30, presque 9h le soir ici. Donc, en France, les gens diraient on venait de sortir de table, mais Exactement. Mais sérieusement, au Québec, est-ce que tu es en train de t'acclimater à manger un peu plus tôt? Tout à fait. Oui. Là, je sais, c'est assez le fun qu'on parle de ça parce que je vais rentrer en France cet été, puis je sais que quand je vais être là-bas, on passe pas à table avant 20h. Alors que ici, nous, on s'est un peu habitué à passer à table à 18h30. Donc, c'est ça, ouais. C'est la culture. Et je m'en allais dire, avec son accent, parce que nous, les Québécois, on trouve que vous avez un accent. Tous nos auditeurs européens disent, mais non, c'est Mario qui a un gros accent. Mais donc, tu es un travailleur autonome à ton compte maintenant. Tu vis au Québec depuis quoi, 4-5 ans maintenant? 5 ans, un peu plus de 5 ans, oui. Et moi, je regardais dans ton profil et j'ai vu que t'as bossé à Paris pour une boîte que je respecte beaucoup qui s'appelle Octo Technologies. T'étais là quelques années, hein?
Oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, en fait, j'ai commencé. Moi, je viens du sud-est de la France, où d'ailleurs il y a pas mal d'accents aussi. Mhm. En France, dans les régions, t'as aussi des beaux accents. Sud-Est, Puis, Toulouse ou du côté de Bordeaux? non, non, du côté, on va dire Nice, Marseille, dans cette Mhm. zone-là, Oui. plutôt plus vers l'Italie. Moi, je suis né là-bas, Ah puis je suis oui, monté. Ouais, Sud-Est. Ouais, non, sud-est. moi, Oui, oui, j'étais l'autre côté. Sud-Ouest, complètement. Bon, tu vois, C'est ça. ça prend bien un Américain pour être complètement... donc, effectivement, du côté de l'Italie. Ouais, c'est ça. Puis je suis monté pour les études à Paris parce que bah c'était encore pas mal centralisé, surtout dans l'informatique, et j'ai commencé à travailler là-bas. Au début, alors c'est rigolo parce que j'avais commencé un petit peu à mon compte. En fait, j'étais encore étudiant quand je commençais à travailler, puis je faisais des intégrations web vraiment front-end où on me donnait une maquette, puis pixel par pixel, fallait reproduire ça sur l'écran. Puis après, j'ai rejoint une start-up. Je suis resté quelques années et puis à force d'aller dans des meet-up en fait et des formations, j'ai trouvé Octo Technologies et les gens qui y travaillaient qui étaient formidables. Puis ça m'a donné l'envie d'y aller et j'ai rejoint, j'ai été pris et j'ai passé oui des années formidables là-bas. En fait, finalement, si j'avais pu, j'y serais resté. Je suis parti d'Octo parce que j'avais le projet de venir au Québec et bah il y avait pas Octo au Québec, et il y avait pas de Mhm. projet puisque ça avait été racheté. Octo Technologies maintenant ça appartient à Accenture. Moi Ah! j'étais arrivé avant que ce Oh! soit racheté par Accenture, mais oui maintenant c'est une compagnie d'Accenture et Mhm. donc Ah! forcément le rachat fait que il y avait plus la stratégie à l'international changeait, il y avait plus d'ambition d'ouvrir un bureau Mhm. ailleurs. Donc, je suis parti, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai eu de très bons contacts professionnels, des gens que je vois encore régulièrement parce que quand je vais à des conférences, ben, c'est ces gens-là que je retrouve. Non, non, ouais, très, très belle entreprise. Et donc, à l'époque, t'es chez Octo, mais toi, est-ce que ça fait longtemps que tu sais que tu voulais venir du côté de l'Amérique ou c'est un projet qui est plus, qui a plus pris naissance autour des années 2017-2018 ou c'était vraiment un rêve, pas Non, d'enfance? alors, ouais, on peut dire pendant les études déjà, j'avais eu la chance de pouvoir faire comment dire un trimestre en Californie à Riverside et Mhm. j'avais adoré ça et je m'étais dit bah tiens plus tard je fais de l'informatique et je vais retourner en Californie hein, puis bon, après, ben, tu sais, j'ai trouvé la personne qui maintenant est ma femme, donc il y avait quand même tu vois, j'étais pas tout seul, fallait quand même qu'on Ouais. discute de ce genre de projet-là. Puis elle, la Californie, ça faisait quand même un peu loin de la France. Il y a 9 heures de décalage horaire, c'est pas évident pour rentrer, ça parle anglais partout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, ce que je savais pas d'ailleurs en plus à l'époque, mais mon père, lui, ça faisait très longtemps qu'il voulait venir s'installer au Québec. Puis il l'avait pas fait parce il avait eu des enfants et puis c'est un peu plus difficile quand tu as des enfants qui font des Mhm. études et tout de te dire ah non tu restes là où tu es. Puis une fois que tous les enfants sont partis, donc en 2000, je sais plus, je pense que c'était 2015, quelque chose comme ça. Il est parti s'installer au Québec. Donc mon père en fait est ici. Lui il est à Québec, moi je suis à Montréal, mais il est médecin ici. Puis c'est en lui rendant visite pendant qu'on était dans cette réflexion de la Californie qu'on s'est rendu compte que finalement, bah le Québec c'était quand même un bon compromis parce que c'était moins loin, c'était francophone. Bon, du coup, moi, j'avais de la famille ici, donc ça rassurait un petit peu ma conjointe. Et quand on est venu ici, qu'on a découvert, on a vraiment aimé la culture, les personnes qu'on a rencontrées, les paysages aussi. Donc ça a convaincu ma conjointe de tenter l'aventure au moins. Et en 2018, la février 2018, on est arrivé au Québec. Et puis on n'est pas Ah. reparti. Puis là, vous êtes retrouvé sur Montréal parce que souvent quand on vient, on va être parrainé par une entreprise. Parce que toi, on peut peut-être expliquer les différents programmes, comment si ça te gêne pas, on prendrait quelques. Bon, je sais, il y a des auditeurs qui Ça vont fait dire est-ce plaisir. qu'on va parler du sujet? Oui, on vient au sujet, mais prenons quelques minutes pour parler un peu de c'est quoi les péripéties quand on veut venir travailler, mettons, au Québec puis qu'on est européen.
Oui, tout à fait. Bah, il y a deux formules principales que moi je connais. La première, c'est ce qui s'appelle le permis vacances-travail, le PVT. Puis ça, en fait, faut s'inscrire, mais il y a peu de place, donc c'est un petit peu une loterie. Puis si jamais on est sélectionné, bah, on te donne un visa et on te dit voilà, bah, pendant 2 ans, tu peux venir en vacances ou en travail au Québec. En tout cas, tu as le droit de rester pendant 2 ans au Québec. Et tu vas pouvoir choisir ton employeur. Et c'est ça, tu peux venir, tu peux choisir ton employeur, tu peux ne pas travailler, enfin, tu fais ce que tu veux, mais le visa a une durée fixe, et puis après, bah, si t'as pas d'emploi, faudra que tu rentres. Voilà. Et l'autre que moi je connais, et celle que j'ai faite, en fait, c'est de trouver un employeur qui te parraine, et donc, moi j'avais trouvé une compagnie qui s'appelle BuzzBud, qui sont basés, enfin qui a été faite par des Québécois, qui sont basés à Montréal. Puis bah ça a matché. Eux aussi ils cherchaient à recruter à l'international et puis ça s'est bien passé. Et eux ils m'ont parrainé en fait. Ils ont fait un permis de travail. Alors c'est un permis de travail qui s'appelle, moi c'était le jeune pro, donc jeune professionnel. Dans l'IT, ça fait partie de ces secteurs. L'IT et la santé sont notamment les deux secteurs où il y a beaucoup de demandes là-dedans. Et bon voilà, il y a des procédures administratives, mais assez rapidement, parce que ça se fait quand même assez rapidement ici. Je me suis retrouvé avec un visa. La seule condition, c'est que bah je devais travailler pour BuzzBud, parce que si je travaille pas pour BuzzBud, j'ai plus de visa. Et combien de temps le visa? 12 mois ou 24 mois? Non, c'est 24 mois. Puis tu peux le renouveler. Moi, je l'ai renouvelé une fois, donc finalement j'avais 4 années. Donc on est parti comme ça. Moi j'avais un visa. Ma conjointe, comme on était, bah, à ce moment-là on était mariés, donc c'était ma femme. Elle, du coup, comme on était une famille, elle a aussi obtenu un visa. Le sien était ouvert, c'est-à-dire qu'elle pouvait trouver un emploi au Québec, mais il était rattaché au mien. C'est-à-dire que si moi je perdais mon emploi, on n'avait plus de visa tous les deux. Mais on a fait ça, puis on est arrivé en février 2018. Puis BuzzBud, c'était une belle, je dis c'était parce que j'y travaille plus, mais pas parce que BuzzBud c'était pas bien. C'est plus parce que j'ai eu l'opportunité plus tard, en devenant résident permanent. En fait, quand tu viens en visa, si tu comptes rester longtemps, bah le visa de travail c'est pas vraiment une option que tu vas viser, parce que c'est toujours limité dans le temps et c'est fragile. Donc en fait, au bout d'un moment, tu fais des démarches pour devenir résident permanent. Ça c'est un statut qui est pas un statut de citoyen. Je suis pas citoyen canadien, mais ça m'autorise à rester sur le territoire. Pareil, il y a une démarche administrative à faire, il faut justifier d'avoir travaillé, d'avoir une situation ici pendant un certain temps, etc. Et ensuite d'être sélectionné. En venant au Québec et en étant français, notamment francophone, ça t'avantage quand même aussi, parce que bah, ils recherchent une immigration francophone si possible. Mm-hmm. Donc bon bah avec tout ce profil-là, on est devenu résident permanent au bout de 2-3 ans à peu près. Et une fois que tu es résident permanent, là, j'avais l'opportunité de faire autre chose. Bah, au début, je suis resté à BuzzBud, puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité de travailler pour un client qui me plaisait beaucoup. Et ça me demandait de changer de statut, de ne plus être salarié, mais d'être à mon compte. Et ce que j'ai fait, mais encore une fois, ça aussi, c'est très facile au Québec. De toute façon, énormément de démarches administratives sont très faciles au Québec à faire. Oui, créer une entreprise dans laquelle tu vas être le seul propriétaire, ou même juste décider que tu vas être un travailleur autonome, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment créé une entité légale, mais toi, tu vas pouvoir facturer des clients. Les procédures sont... Bon, c'est quoi le terme qu'on utilise en France pour... Il y a un terme que je vois souvent, là, c'est pas travailleur autonome, c'est un freelance ou un... Ouais, freelance, on va le dire souvent. Il y avait un autre, il y avait, comment ça s'appelle? Micro-entreprise, je sais plus. Il y avait effectivement un statut. Je vois souvent freelance sur... souvent on dit freelance. Ouais, ok. Mais tout ça pour dire que si moi, normalement, t'es bon un peu en informatique et surtout tu parles français, c'est un critère vraiment important au Québec, surtout dans la dernière année, parce que bon, il y a certaines études qui disaient que il y avait un petit peu plus d'anglicisation, donc là, c'est comme le gouvernement a monté au front en disant « Mais c'est pas vrai qu'on va se faire assimiler! »
C'est vrai qu'il y a des parties dans Montréal où effectivement c'est très anglophone. Bon, ça, aujourd'hui, ça reste limité à certains endroits de Montréal. Je sais que j'ai croisé des gens qui me disaient, bah, c'est bizarre, mais moi là où j'habite, ça parle anglais. Ouais. Bah, ça dépend où t'es dans Montréal. Ça dépend. C'est vrai. Ouais. Puis, mais ce qui est triste, moi je vis dans une ville qui historiquement était presque à 100% anglophone, maintenant est plus comme 30% anglophone, 70% francophone sur la rive sud de Montréal. Et 30% d'anglophones, la majorité parle français. Ils parlent les deux langues, là. Mais quand je rencontre quelqu'un qui ne parle qu'anglais, puis ça fait 50 ans ou 30 ans ou 40 ans qu'il est au Québec, là, tu fais comme, ben voyons donc. Tu sais, c'est ça que je comprends pas. Les gens qui vivent dans certaines régions, c'est vrai que dans certaines zones, tu peux juste vivre en anglais, mais c'est tellement triste parce que tu te fermes à beaucoup de choses. C'est un peu comme si nous, on décidait de pas parler l'anglais puis qu'on resterait totalement isolé sur le Québec sans connaître le reste de l'Amérique. C'est ça. Puis c'est une autre histoire. Alors, on va revenir dans le vif de notre sujet. Les 18 auditeurs qui ne parlent qu'anglais, qui nous écoutent, viennent de quitter en disant « Ah, je l'aime pas, lui! » Non, mais justement, c'est pas juste anglais, ils nous écoutent pas. Exact. D'ailleurs, pour terminer là-dessus, donc français, évidemment, une force, mais en venant à Montréal, c'est vraiment une force de parler les deux langues. Et en tout cas, moi, ça m'a aussi aidé à progresser en anglais. Parce que t'es quand même pas mal en contact avec des anglophones, et encore à Paris, ça m'arrivait pas vraiment de faire des présentations par exemple en anglais, mais depuis que je suis ici, si c'est fréquent, et je suis beaucoup plus amené dans mon travail à m'exprimer en anglais, et ça a fait monter mon niveau. Donc s'il y a des Européens francophones qui ça intéresse, ça les aidera. Effectivement, ça fait que la barre est moins haute au début. Tu n'as pas forcément besoin d'être totalement fluide en anglais. Exact. Tu peux faire un passage, puis après quelques années, mais là, la première présentation que tu avais à faire en anglais, par contre, tu devais peut-être un peu nerveux. Hein? Oui. Ben oui. Mais bon, on y arrive et ça se fait plutôt bien. C'est ça. Ouais, c'est ça. Nicolas, avec toi, on veut parler de gestion, là je vais vraiment faire mon français de Paris, gestion du legacy code, parce que nous au Québec, si je dis legacy code, le monde va regarder en disant c'est quoi? Donc on va parler plus du code du patrimoine, même si c'est pas quand même un terme si usuel. Faut dire que les termes reliés à l'informatique sont pas des termes, ou en tout cas c'est pas des mots qui sont utilisés au jour le jour, mais on serait très mal à l'aise au Québec de parler de legacy code, même si on comprend tout ce que c'est, parce que c'est le terme en anglais qui explique ce que c'est. De l'industrie. Ouais, vraiment là, quand on... Je crois que je vérifie rapidement sur l'OQLF, donc l'Office québécois de la langue française, et Guillaume là qui te donne les termes qui seraient équivalents, et là il parle de code patrimonial. Tu vois, c'est bien. Enfin, je veux dire, oui, ça retranscrit pas mal. Donc on va nommer dans l'émission le code patrimonial. Et je te posais d'entrée de jeu quand on commençait à se parler au début, ça serait plaisant quand même de donner un contexte. Donc un peu comme quel type de problème cherche-t-on à résoudre, ou quel type de souffrance. Puis peut-être que commençons comme ça, expliquons la souffrance. Ça va permettre aussi aux gens qui sont peut-être pas familiers avec du code patrimonial, de quoi ils parlent, eux, ben ça va probablement leur donner toute de big picture, si j'utilise mes anglicismes. C'est ça, oui, là quand je parle de code patrimonial, en fait je décris une situation qui va probablement parler à beaucoup de monde, c'est-à-dire c'est quand on est amené à travailler avec du code qu'on n'a pas forcément écrit, d'ailleurs dont les auteurs sont peut-être même plus là du tout, qui est pas très bien documenté, qui est pas très bien testé. On a aussi des délais pour envoyer de nouvelles fonctionnalités ou résoudre des problèmes qui sont courts. On a finalement jamais le temps, on n'a pas 3 mois devant nous pour tout réécrire. Et 3 mois, ce serait court. Puis voilà, on sait pas trop comment ça marche, mais il faut le modifier, il faut continuer à changer ce code-là.
et on n'est pas à l'aise en fait parce que on a peur de le casser quand on fait ces changements et ça c'est une douleur que j'ai vue à la fois en tant que salarié, à la fois en tant que consultant, tout ce code-là dont on a hérité finalement, parfois même dont on est l'auteur. Après, parfois quand on est l'auteur, on a un peu plus de contexte, mais ça nous arrive aussi des fois d'écrire du code, puis on revient 6 mois plus tard et on sait plus trop ce qu'on avait en tête à ce moment-là. Moi, ça arrive. Moi, c'est le code que j'ai écrit la veille que ça marche à comprendre. J'avais écrit un blog post il y a quelques années. Il y avait un contexte qui m'avait donné la chance de revoir du code que j'avais écrit 25 ans plus tôt. Et j'étais surpris parce que quand je regardais le code, premièrement, les choses me revenaient vite parce que j'étais surpris que mes conventions de nommage étaient très bonnes. Mais c'était du code qui servait juste pour... c'était juste le plaisir de dire comment j'avais écrit ça à l'époque. Et j'étais surpris comment que j'avais déjà comme les idées très claires sur... en tout cas, j'avais compris l'importance de bien nommer les choses. Donc, c'est rare. Ouais, donc... Mais souvent, c'est drôle parce qu'avec mon partenaire, souvent quand je fais des revues de code, il me semble que je renommerais. Et souvent, c'est aussi mon partenaire d'équipe qui, lui, va me dire « Mario, il me semble que ça serait mieux tel nom. » Et il sait que rarement je vais m'obstiner parce que bien nommé, c'est tellement important parce que même des fois, quand ça fait 6 mois ou 8 mois que t'as pas regardé du code, tu dis « Oh, ça fait quoi cet algorithme-là? » C'est sûr que là, avec les copilotes X qui s'en viennent, on va pouvoir demander à copilote, dis-moi donc ce que ça fait ce bout de code, mais ça reste quand même que écrire du code qui est compréhensible parce qu'il va être lu 25 fois plus que... On l'écrit une fois, mais il y a 25 personnes au minimum qui vont relire le code dans le futur. Donc, toi, tu t'es retrouvé dans ce contexte-là, Nicolas, à devoir modifier, faire évoluer du code parce qu'un code qui est en production, qui est utilisé, il est vivant, forcément, ça veut dire qu'on va devoir le faire évoluer. Ouais, donc... souvent c'est une belle nuance à apporter quand même parce que ce code là qui est très douloureux, de la situation très déplaisante que je viens de décrire, mais si on se retrouve dedans, c'est aussi que le code en question, c'est un code qui quelque part a du succès. Moi, j'ai aussi connu j'ai travaillé dans des startups, et puis j'ai connu des projets qui sont pas maintenus aujourd'hui parce que c'est mort, ça impacte les personnes. Alors que, à l'inverse, j'ai aussi eu à travailler avec des bases de code qui ont pas été très jolies et un peu pénibles à modifier. Mais c'est aussi parce que, ce code était utilisé par beaucoup de monde en production. Donc, il y avait quand même plus d'opportunités d'avoir un vrai impact sur des gens, et de résoudre des problèmes quand on apprend à faire ça. Et ça, c'est quand même un sentiment, qui est différent de travailler sur un tout nouveau projet de zéro, qui est aussi plaisant. Mais là, on est sur, ok, je vais essayer de résoudre des problèmes pour des gens et je peux voir que ils sont contents après. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis j'ai fait les bonnes rencontres qui m'ont un peu guidé sur l'ensemble des techniques pour apprendre à faire ça, parce que c'est un truc que je trouve, c'est qu'on n'apprend pas en fait à travailler avec ce genre de code, alors qu'on est tous amenés globalement à un moment donné de notre carrière à travailler sur ce genre de code, mais toutes les formations que tu vois, ça va être sur, la grande majorité va être sur apprendre à coder un projet à partir de zéro, et pas reprendre un code qui existe déjà. En fait, tu te fais engager dans une compagnie et en fait, on te fait passer des entretiens, des examens pour savoir si tu peux coder même un projet de zéro, etc. En fait, tu te retrouves, jamais tu vas faire un nouveau projet. Ce que tu vas faire, c'est, ok, faut aller corriger un bug dans cette application et il faut déjà que tu comprennes comment tu la lances. Si on fait un peu analogie avec le domaine du bâtiment, souvent on va dire que c'est pas des bonnes analogies, mais je vais quand même la faire. C'est un peu comme si on avait juste appris à construire des maisons neuves, mais qu'en aucun cas, il y a aucun contexte où on nous dit « Ouais, mais on peut faire aussi de la rénovation. » Et on sait que quand on rénove, il faut faire attention parce que si t'enlèves des poutres portantes, tu vas faire écouler la maison. Et il y a des techniques, parce que tu peux, des fois, t'as pas le choix d'enlever des poutres, mais là, tu peux te faire différentes techniques pour pallier puis faire que tout reste en place. Et ce que tu veux nous parler, c'est un peu comme ces techniques-là. Comment on peut réussir justement à enlever ou refactoriser du code,
mais sans avoir à tout refaire de bout en bout, de A à Z, c'est-à-dire juste prendre la lettre Q, j'enlève la lettre Q et je remets une nouvelle lettre toute neuve, toute en or, brillante. Ouais, tout à fait. Il y a plein de choses dont on pourrait parler, mais je vais essayer. Moi, je code toujours, donc j'essaie de donner quelques conseils pragmatiques. Donc j'espère en tout cas que les auditeurs vont ressortir avec quelques techniques qui vont se dire, tiens, je vais pouvoir essayer ça. Et Puis, donc selon toi, la technique ou la chose, s'il y a une chose qu'il faudrait qu'ils se souviennent, est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête immédiatement en disant, oh là, ça c'est la technique. Ouais. On peut commencer un peu par le début du problème qui est donc les gens ont peu de temps à accorder et il faut qu'ils modifient le code quoi qu'il arrive. Et on parle souvent il faut commencer par écrire les tests, mais écrire des tests sur du code existant, déjà, ça, c'est pas facile, ou en tout cas, ça prend du temps. Alors, à ça, moi, j'ai deux solutions. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien sûr. Il y aura toujours une partie de pratique, mais en tout cas, deux pistes qui sont, d'après mon expérience, les plus solides pour travailler avec du code existant. La première, c'est quelque chose qui porte le nom de approval testing. Les approval tests, approval comme approuver. Des approbations. Ouais, des tests d'approbation. En fait, c'est une technique qui a porté plein de noms. Là, je dis approval test parce que c'est, d'après mon expérience, le nom le plus populaire qui va donner le plus d'outils en ligne quand tu tapes ces mots-clés là dans le moteur de recherche. Mais parfois, les gens connaissent ça sous le nom de characterization test ou Golden Master aussi. Certains appellent ça des snapshot tests, tout simplement des regression tests aussi. J'ai vu un peu de tout. Mais voilà, l'idée en fait de approval test, c'est de se dire, je prends mon système un peu comme une boîte noire, parce que de toute façon, je sais pas ce qu'il fait. Ce qui rend difficile d'écrire des tests, parce que quand tu écris des tests, d'habitude, tu expliques que voilà, quand on est dans cette situation, alors le système doit faire ceci. Sauf que on part du principe que là, tu sais pas exactement ce que le système il doit faire vraiment, et donc tu te pars sur l'hypothèse que bon, je vais le mettre ce système dans un certain état, et je vais essayer de faire quelque chose avec ce système, puis il va avoir un comportement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais capturer ce comportement. Je sais pas exactement, j'ai pas forcément besoin de comprendre comment il arrive à faire ça, mais je le capture. Et l'idée, c'est que si je rejoue le même système dans le même état avec les mêmes entrées, je dois observer le même comportement. Et en fait, la première fois, je vais capturer le comportement, et la deuxième fois, je vais comparer le nouveau comportement avec le comportement que j'avais capturé. Et si jamais c'est le même, je dis c'est bon, le système se comporte de la même manière. Si jamais il a changé, là, je vais soulever une erreur et je vais dire, le comportement a changé, voici le comportement avant, voici le comportement après. Et c'est là où le approval intervient, c'est est-ce que tu approuves ce changement de comportement? Mais tes points de contact pour lancer tes tests à ce moment-là, est-ce que tu vas littéralement faire un peu comme quand on fait des tests où est-ce qu'on clique dans une page, on regarde, c'est-à-dire est-ce que tu vas vraiment te prendre comme si tu étais en train de faire un test d'intégration à ce moment-là pour faire cet approval test-là, ou tu vas essayer de trouver des points, soit des API REST qu'il y aurait, ou c'est pas évident des fois d'avoir des points d'entrée. Alors c'est pas évident d'avoir des points d'entrée, c'est là où ça commence déjà à devenir un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas non plus un test end-to-end où tu approches le système comme un utilisateur à travers, par exemple, l'API, la page web, et tu cliques sur des boutons, etc. C'est pas impossible, tu pourrais faire ça, mais là, on va essayer d'aller quand même plus proche du système, donc plus, effectivement, un endpoint, ou alors voire même, tu appelles une fonction. Généralement, tu descends pas trop bas non plus, parce que si tu vas vraiment bas et que tu vas juste mettre ça sur une petite fonction, en fait, faut comprendre que quand tu fais un approval test, tu captures le comportement existant, mais en faisant ça, tu rigidifies un petit peu aussi le design. Donc, si tu vas trop bas, en fait, ce test, il va casser au moment où tu vas vouloir changer l'architecture du code, quand tu vas refactor un peu le code au fur et à mesure. Ouais. Ce test, il va être au milieu. Donc, il faut arriver à trouver ce juste milieu où tu es quand même pas trop bas,
souvent, oui, si tu as une route API, par exemple, tu vas appeler cette route. Ça, c'est pas mal. Effectivement, tu vas faire un test d'intégration. Tu vas laisser la base de données, par exemple. Après, c'est à toi de voir par exemple, si tu as un appel externe à un autre système, tu vas peut-être devoir stopper cet appel parce que tu peux pas l'exécuter dans les tests. Il faut quand même que tu puisses le tourner dans un test, mais en essayant d'être suffisamment loin pour avoir une vue haut niveau, capturer un comportement assez haut niveau qui va ensuite, en fait, une fois que tu as ce filet de sécurité, tu as capturé ces comportements, maintenant tu peux en fait travailler en sécurité à commencer à réorganiser le code. Est-ce que tu vas utiliser des outils des outils standards de test à ce moment-là? C'est-à-dire que je sais pas moi des outils comme Cypress ou d'autres types d'outils pour faire ce. Oui. Tout à fait. Quand je te disais approval test, les mots-clés qui te donnent le plus de résultats, il y a une librairie en fait. Enfin, il y a un site qui s'appelle approvaltest.com et dedans tu as en fait une librairie qui te permet de faire ce genre de test dans plein de langages différents, en JavaScript, en Python, en .NET, en Ruby, en Java. Donc c'est ça le mot-clé de l'outil, c'est que tu vas avoir une librairie et ça va travailler en collaboration avec le test runner que tu utilises généralement dans chacun de ces langages. Et en fait, finalement, ça va pas. Enfin, c'est quelque chose que tu aurais à faire de toute façon, mais c'est la manière la plus rapide que je connaisse pour écrire des tests sur du code existant. Et pourquoi c'est plus rapide? Parce qu'on te demande pas de comprendre ce que fait le code avant de pouvoir écrire le test. Ce que tu fais, c'est que tu prends une photo en fait de ce que fait le système. Et ça va être la manière la plus rapide d'avoir rapidement des photos avec lesquelles tu vas pouvoir commencer ton travail de redesign, refactor, etc. tout en ayant un feedback plus rapide que faut que je teste à la main. Ou alors, je teste pas, puis j'envoie en prod, et puis, ah là là, il y a une régression, il faut revert, il faut tout corriger, etc. C'est beaucoup plus stressant. Donc, c'est, je trouve, de mon expérience, le premier bon compromis, c'est ça, les approval tests. Ouais, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que on serait porté en tant que développeur de dire il faut que j'aille de façon granulaire, il faut que j'aille tester la fonction, mais on a affaire à une boîte noire. On connaît les entrants, les sortants, ce qu'il y a à l'intérieur, on sait pas trop, fait que finalement, d'avoir une image de l'entrée et de la sortie, c'est la meilleure chose, parce que si on modifie des choses à l'intérieur, on sait, on s'attend à un comportement, là, ici. Ouais. C'est ça. Et après, ce qui est difficile, c'est que, c'est les effets de bord, en fait. Souvent, là où moi j'ai vu des grosses difficultés, c'est quand tu sais pas que, en fait, en exécutant ça comme ça va faire autre chose ailleurs que t'avais pas du tout anticipé. Puis ça, il n'y a pas de recette miracle pour ça. Je veux dire c'est les fameuses dépendances cachées qui sont souvent, ça l'écrit quelque part dans un fichier, puis ce fichier-là, il s'attend que ça soit dans ce format-là parce que, c'est des dépendances qui sont pas facilement visibles. Puis souvent même les concepteurs ils se rendaient pas compte qu'ils se créaient des dépendances de cette nature-là parce que c'est pas tout le monde qui a des grandes forces aussi en conception des. Oui, mais c'est peut-être au fil des années aussi, hein. Le système, il y a peut-être une dizaine d'années, puis on y a greffé des morceaux au fil du temps. Puis ces morceaux-là, ils sont pas qu'ils sont boiteux, mais ils ont été ajoutés comme on pouvait le faire. Ouais, puis si on pense par exemple à des applications web, je pense Nicolas, toi c'est plus du web que tu fais dans... Principalement, oui, c'est principalement du web. Aujourd'hui, on a la notion de composantes, mais c'est même pas encore standardisé au niveau du web, ça s'en vient là. Mais ce qui veut dire que quand tu hérites de code qui a été écrit dans les années 2010, souvent tu changes une chose d'une place, puis ça peut avoir des effets. Beaucoup d'autres. C'est un peu bizarre, c'est un peu comme un petit coup de papillon, un papillon qui fait battre un aile en Inde et il y a un ouragan qui se déclare au Canada, mais pas 10 ans plus tard. Dans la seconde. C'est un peu ça, les fameux effets de base, c'est que on a des choses qu'on s'attend vraiment pas qui arrivent. Mais là, l'avantage de ton test, c'est que tu vas probablement peut-être
les notes, ou en tout cas, tu vas reproduire le même effet de barre, théoriquement, si tu fais bien ton test. Oui, bah en fait, il y a pas de solution miracle qui va résoudre tous les problèmes et genre c'est la recette à appliquer partout. Mais cette technique, c'est celle qui a le meilleur retour sur investissement d'après mon expérience et qui va réduire les risques. C'est-à-dire que bon bah je vais peut-être quand même avoir une régression, mais j'ai quand même beaucoup moins de chances de faire une erreur en utilisant cette technique qui me prend pas tant de temps que ça me prendrait de devoir vraiment comprendre tout ce que fait le code pour écrire des tests. Donc c'est un bon compromis. Moi, c'est celui que j'utilise le plus souvent parce que bah, jusqu'à présent, par rapport aux tests, en tout cas, quand tu arrives sur un code existant qui n'a pas de test et tout, je connais pas mieux. Donc, si vous connaissez mieux, d'ailleurs, je suis preneur. Non, mais j'aime ce que tu mentionnes. Dis, c'est un compromis, ok, c'est pas parfait, mais c'est pas mal le mieux qu'on puisse faire. Puis ça, là, c'est de convaincre aussi nos collègues ou les gestionnaires là, que ce qu'on est en train de faire, ça sera pas parfait. Tu sais, ils sont habitués à dire bon ben regarde, faut que tout soit parfait de A à Z, mais là on vient d'introduire une notion de ouais, mais ça sera peut-être pas parfait, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Ouais. Ça, c'est une grosse philosophie. Souvent, ce que je dis, c'est que ce qu'on vise, c'est de faire un peu mieux, c'est d'améliorer la qualité. Je vais pas tout nettoyer d'un coup parce que souvent, en fait, sur ce genre de code dont on parle, c'est comme tu disais, il y a 10 ans d'ancienneté, voire plus. Hein, j'ai déjà vu plus. Et il y a eu beaucoup de développeurs qui sont passés, qui sont partis. Donc tu peux voir des couches, un petit peu des strates dans le logiciel. Et ça prendra du temps de tout démêler. Je pense que moi, j'ai déjà travaillé avec des logiciels où je me dis, ils pourront jamais tout démêler. Je pense que d'ailleurs, on pourra en parler plus tard, mais t'es pas obligé de tout démêler non plus. Et ce qu'il faut, c'est être clair sur c'est quoi l'objectif en ce moment, qu'est-ce qu'on doit modifier, parce que globalement, t'as pas besoin de tout nettoyer, t'as surtout besoin de nettoyer ce que t'as besoin de changer. C'est ça qui va poser problème. Qu'est-ce qu'il faut que tu modifies? Puis moi, si je peux donner un commentaire, je suis loin d'être un expert en refactoring parce que essentiellement, j'ai la chance d'écrire je suis un entrepreneur, donc je crée des startups. Mais s'il y a une chose que j'ai compris depuis longtemps, c'est que le code le plus important, c'est celui qui va modifier l'état interne. C'est-à-dire, si on revient un peu avec les approches, c'est tout le code qui ne fait que de la lecture. Lui, ce code-là, il peut être pourri, il est pas dangereux, il change pas les données. Mais celui qui change, ce qu'on appelle une commande, souvent, ce code-là, prends-en soin, parce que ça, c'est le code le plus dangereux dans la mesure où est-ce qu'il va changer l'état interne. Et si tu en es conscient quand tu commences à faire ton refactoring, tu vas te préoccuper et dire « Oups, est-ce que c'est du code qui fait juste de la lecture? » Bon, ben, peut-être que je vais le laisser comme étant une belle boule de boîte. Parce qu'essentiellement, l'image que tu donnes, c'est j'ai un gros tas de boîtes et moi, je prends une poignée puis je dis « OK, ça ici, maintenant, je veux le détricoter parce que c'est souvent un gros tas de spaghettis. » Guy, je te vois sourire parce que tu trouves mes images... Là, tu parles de boîtes de spaghettis, puis là, nos auditeurs en Europe vont dire « Mais qu'est-ce qu'il dit? » Il a tout à fait raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'essentiellement, du code de patrimoine, très souvent, c'est pas du code très, très beau. C'est du code qui est très comme du spaghetti. Donc, il y a des dépendances un peu partout. Donc, des fois, il est très bien écrit et tout, mais c'est plutôt rare qu'on ait ce loisir-là d'hériter d'un code qui est parfait. Juste le fait qu'il y a eu 10 ou 15 cerveaux, déjà, en partant, il n'était pas les 15 cerveaux qui ont travaillé dessus, ils voyaient pas le monde de la même façon, hein. Donc, bon, tout à fait. Puis, il faut aussi se dire, la 7e personne, le 7e cerveau qui est arrivé dessus, il a certainement dû travailler tout seul parce que on a vraiment tendance moi en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué partout. Les développeurs travaillent la plupart du temps seuls et ensuite font de la revue de code croisée. C'est le pattern le plus fréquent. Mais déjà, c'est difficile pour le contexte. Puis la personne en question, la 7e personne, elle n'avait pas non plus le contexte forcément des 6 personnes précédentes, donc elle a compris plus ou moins une certaine chose.
puis elle a fait ce qu'elle pensait faire, puis peut-être qu'elle a fait des erreurs. Moi, je sais que quand j'arrive sur un code et que je dois le modifier et que je dois le modifier pour vendredi là et parce que vite il faut le faire, bah, je vais faire au mieux. Si je peux échanger avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience, tant mieux. Mais bah, ça arrive souvent que ces personnes, malheureusement, elles sont pas disponibles. Et ça, c'est dommageable. Mais à la fin, bah, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais avec mes connaissances. Puis certainement que si tu reviens un an après, tu dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, ça vient très vite. Ça vient très vite. Ouais. Souvent, c'est parce que tu dis, ben écoute, je suis venu d'arriver, je comprenais le système, coup-ci, coup-ça. Donc là, tu nous as parlé de ton premier élément que tu trouves important, justement, avoir un test d'acceptation, si je peux utiliser le terme français. Est-ce que c'est le bon moment d'aller voir ton deuxième élément que tu voulais nous recommander ou il y a d'autres choses à dire sur l'acceptation? Non. Ça c'est l'idée générale et souvent par là commencer. Et une deuxième chose que je voulais mentionner, en fait, c'était plus une question que j'ai souvent rencontrée, puis que je continue à rencontrer et que je rencontrerai certainement à chaque fois, c'est cette grande question de est-ce qu'il faut qu'on réécrive? Parce que tout ou partie du système, parce que bah voilà, tu le mentionnais plus tôt, le code il y a 10 ans, il est plus tout à fait moderne, il est complexe, il y aura un sacré coup de tout réécrire, de tout migrer, parce que ce serait pas plus simple de réécrire. Et souvent ça c'est tentant, on se laisse tenter par ça. Ma réponse aujourd'hui à ça, c'est ça se peut que parfois réécrire est la bonne solution. Ça m'est arrivé une fois, mais en fait, le seul moment où c'est une bonne raison, c'est quand le produit, donc les personnes qui sont pas techniques, sont conscientes que en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une nouvelle version, une nouvelle application. C'est pas la même chose. On va refaire quelque chose d'autre, de mieux, qui est à partir de l'expérience qu'on a eue de la précédente application, mais c'est un nouveau produit. Si l'équipe produit est alignée avec ça, alors oui, ok, là on réécrit, et ça c'est même probablement la meilleure option. Ou alors, ça m'est arrivé une fois dans ce cas-là, le système dont on parle n'est même pas utilisé en production. Dans ce cas, effectivement, bon bah la question se pose moins. Dans tous les autres cas, si le système est en production et que a priori on veut améliorer les choses, mais on n'est pas en train de dire qu'on va faire un tout nouveau produit, alors non, il ne faut jamais tout réécrire, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Pour l'anecdote, j'ai travaillé sur un système où et c'était une API, donc même pas un produit utilisé par un utilisateur final, c'était un produit utilisé par d'autres développeurs. Et il y avait une première version qui avait été faite. Puis les gens n'étaient pas hyper satisfaits, les développeurs n'étaient pas satisfaits, ils s'étaient dit tiens, ça n'a pas été très bien fait, allez, on va le refaire. Et donc ils ont commencé à refaire toute cette API. Sauf que le développement il s'est pas arrêté entre temps, on a voulu rajouter d'autres fonctionnalités et ça a continué, puis ça devenait très inconfortable de faire les deux en parallèle. Puis il y a eu des ratés et en fait ça a tellement traîné dans la durée que les développeurs qui avaient entrepris le projet de refonte sont partis tous au fur et à mesure et les nouveaux développeurs ils étaient là, ils se retrouvaient avec l'ancienne API qu'il fallait maintenir, c'était au final la plus à jour parce que c'est celle-là qu'on continuait de maintenir. La nouvelle API, mais où il n'y avait plus une vision très claire sur ce qu'il fallait faire, quel était l'objectif, à laquelle il manquait plein de fonctionnalités qui n'étaient pas encore implémentées, donc qui n'étaient pas vraiment utilisables. Et c'est ça que j'ai vécu. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, et la discussion, c'était, est-ce qu'on ne referait pas une troisième version? Exactement. Et c'est là où j'avais déjà de l'expérience, donc j'ai dit attendez. Alors, la seule manière de se sortir de ça, encore une fois que je connaisse toujours, mais que je recommande, c'est pas de ne pas partir du principe qu'on va repartir à zéro ailleurs et à un moment donné on fera la bascule de l'ancien système au nouveau système. Ça ne marche pas. Ce qui marche, mais qui prend du temps, mais qui marche, c'est de le faire par tout petits bouts. Et en fait, ça, c'est un pattern. Alors, il y a un nom pour ce pattern-là. Il y a plusieurs noms, mais le plus connu, je pense que c'est le Strangler Fig.
Strangler Fig, c'est le nom c'est en botanique, c'est un certain type d'arbre. Après, il y a pas mal de personnes, moi y compris, en fait, les gens ne comprennent pas Strangler Fig, ils comprennent Strangler, et du coup, ça fait étrangler. Et c'est un peu violent. Bon, bref, encore une fois, il y a des débats sur les noms. Nommer les choses, c'est toujours compliqué. Mais l'idée de ça, c'est, on va développer, on va arrêter de faire évoluer l'ancienne API. On va commencer à recoder les nouvelles fonctionnalités dans une nouvelle codebase. Mais pour l'utilisateur, il utilise toujours que que une seule chose. Il utilise une API. En fait, on met en place un proxy entre notre ancienne API et notre nouvelle API, et on ne duplique pas. En fait, progressivement, on décommissionne l'ancienne API pour utiliser la nouvelle, et les deux systèmes, en fait, fonctionnent en collaboration, en symbiose, on va dire. Alors c'est un peu plus technique, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Souvent, il y a des problèmes, surtout quand la base de données intervient au milieu, où il faut synchroniser deux systèmes avec une seule base de données. Mais c'est la seule manière que j'ai vue où en fait on peut progressivement retirer du code de l'ancienne API pour progressivement nourrir la nouvelle, qui à la fin remplacera complètement l'ancienne API. Alors moi, j'ai jamais vu une ancienne API complètement décommissionnée. Ce que j'ai vu, c'est principalement la nouvelle API qui fait le job, et puis il y a encore des petites fonctionnalités gérées par l'ancienne API, mais qui sont pas maintenues en fait. Et donc c'est pas grave, elles restent comme ça. Donc c'est ça, c'est-à-dire de réduire ce Big Bang, on bascule vers une nouvelle API, en fait, on déploie en continu, et au fur et à mesure qu'on développe les fonctionnalités, on migre le comportement de cette ancienne API vers la nouvelle, mais on envoie tout en production ensemble comme un seul système, et c'est la nouvelle API qui va en fait absorber la vie de l'ancienne, et c'est de là que vient le Strangler Fig. Donc au début tu as 95% du vieux code, 5% du nouveau, mais dans le temps, ultimement, quelques années plus tard, à un moment donné, c'est 80% de nouveau code, puis il reste juste 20% du vieux code, avec à terme la vision qu'un jour ça va être 100% du nouveau code. Mais comme tu dis, il y a plein de petits codes il n'y a pas de bénéfice coût trop. En tout cas, le modèle d'affaires fait que tu feras pas, et tu vas continuer à garder du vieux code qui peut être écrit à ce moment-là avec quand tu l'ouvres, tu te dis oui, ok, ça utilise pas le nouveau, par exemple si on prend par exemple une application en .NET, ben peut-être que t'es sur le nouveau ASP.NET Core, puis là tout d'un coup tu ouvres quelque chose, tu dis écoute, c'est pas écrit en Core, ça c'est écrit dans le vieux web qu'on avait des années 2000, mais il n'y a jamais eu de justification de réécrire ce bout de code-là, parce que c'est du code, comme tu dis, qui fait sa job et qui a pas tant de refactoring à porter dessus. Puis le jour où il y aura un gros refactoring, probablement qu'on va être capable de justifier, de dire, ben là, lui, on va le réécrire encore. Donc, encore là, appliquer le pattern du Strangler Fig, comme tu disais. Ouais, puis ce pattern-là est super intéressant quand on doit migrer un système, un monolithe, vers un système à microservices. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque petit morceau, chaque fonction ou chaque bout du système, on le transfère vers un microservice, puis ensuite, tout ce qu'on fait dans le code, c'est une fois que c'est prêt, on redirige. Puis, je sais pas si t'es dans l'école où on garde le vieux code là tel quel, on fait juste une redirection vers la nouvelle API, ou tu modifies le code vraiment à l'intérieur, le code legacy là, on le modifie. Est-ce que tu veux dire, moi, si je peux supprimer le code à la fin, c'est le mieux. Ok. Alors après, c'est toujours pareil, hein. Je dis en général, en pratique, au cas par cas, peut-être que c'est extrêmement compliqué d'aller modifier le code existant. C'est une gestion de risque. Mais si on peut tout le code qui est mort et pas utilisé, le retirer. De toute façon, en fait, c'est pas si compliqué que ça d'aller retrouver, même d'aller faire des recherches dans la base de code avec Git. On peut le faire assez facilement. Il y a une commande avec Git log, il y a un flag. Et parce que souvent, c'est ça la crainte, c'est de dire on va garder le code là au cas où on ait besoin plus tard de chercher. Mais en fait,
tu peux le supprimer et tu peux le chercher dans Git. Ça marche très bien. Tu peux retrouver tout ça. Donc oui, non, supprimer le code mort, ça aussi, ça fait partie des choses que je fais fréquemment. Souvent, ça m'arrive là. En fait, en ce moment même, je suis en train de travailler sur une codebase qui est pas si ancienne que ça, mais je passe devant des choses et je dis tiens, là, ça c'est pas du tout utilisé. Puis bon, j'ai de la chance parce que c'est sûr que c'est pas utilisé. L'éditeur me le dit ou le code est commenté, donc c'est évident que c'est pas utilisé. Puis généralement la discussion c'est la même, c'est ah oui on avait tenté quelque chose, puis finalement non ça a pas pris, puis on l'a commenté au cas où ça revienne. Puis moi, là, au cas où, c'est bon, bah, on l'enlève et puis on verra si ça revient. Spoiler, quasiment jamais ça revient. Ou alors, quand ça revient sous une autre forme. Donc, de toute façon, on va le faire différemment. Ou peut-être durant une période de test où, je sais pas si tu utilises des feature flags où tu dis, bon, ben là, tel client ou tel type de nos clients, on va les envoyer vers le nouveau code ils vont tester ou sont prêts à utiliser le nouveau code. Je sais pas si tu fais ça de ton côté. Ouais, tout à fait. Les feature flags, ça fait partie des outils qu'on a à notre disposition pour rendre ce genre de choses possible. C'était précieux. D'ailleurs, recommandation pour les feature flags, c'est pour ceux qui en font. La feature flag est vraiment terminée le jour où on a on a complètement basculé sur la nouvelle, sur la nouvelle fonctionnalité. Et il faut pas oublier de nettoyer le flag. Ouais, enlever le flag. Ouais, j'ai vu des retours d'expérience de Codebase où il y avait des centaines de feature flags. Faut pas oublier que c'est une technique très puissante, mais à chaque fois, ça introduit un petit peu de complexité dans l'application parce qu'on crée un état supplémentaire possible. Très utile. Mais toujours, ne considérez que c'est terminé que quand c'est bon, c'est nettoyé. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est important. Finalement, au bout d'un certain temps, les feature flags deviennent du code patrimonial, puis on s'y retrouve plus. C'est très difficile de comprendre. Tu complexifies ta logique pour rien, parce que là, ça fait... C'est des ifs, c'est une série de ifs, puis là, j'ai pas le contexte, là. Donc, un if, nettoyer au fur et à mesure. Si je reviens, Guy, tu donnais un exemple parfait où est-ce qu'on a un code monolithique qu'on veut ramener en microservice. Tu nous as parlé de l'exemple aussi très classique où est-ce qu'on a des API. Donc, c'est des exemples où est-ce que ça fait beaucoup de sens de prendre l'approche que tu préconises. Moi, là, je me questionne parce que ça doit se faire, puis je vais être curieux, puis peut-être qu'on va rentrer dans une discussion un peu technique, mais tu sais que quand on fait un SPA, donc un Single Page Application, donc le code, il revient du côté du client, et souvent, je vais donner un cas concret. J'ai une application aujourd'hui qui est écrite en Vue 2.0, et on sait quand on migre vers Vue 3.0, ça a tellement changé que c'est presque une réécriture complète à faire. Et là, essentiellement, pour X raison, en plus, tant qu'à faire une réécriture, probablement qu'on va aller avec React dans ce code-là. Parce que c'est React qui a gagné, c'est bien triste pour Vue, mais ça reste que React est vraiment la plateforme qui est utilisée pour faire des SPA. Et donc, essentiellement, on continue avec Vue 2.0, mais on sait que c'est écrit, il y a une date de péremption, et en plus, les outils qui continuent à évoluer, ben, ils s'en foutent de Vue 2.0. Donc, on est dans un chemin sans fin, là. Donc, essentiellement, l'approche serait de dire, bon, ben, est-ce qu'on pourrait commencer à écrire tout un nouveau code, mettons, en React, et garder notre code en Vue 2.0? Mais là, le problème, c'est que le client, lui, absolument, il va chercher une application. Donc là, il faudrait jouer quoi? Sur les routes, sur les URL, avoir quasiment comme 2 sites web où est-ce que tu downloads 2 applications, avec toute la problématique que ça veut dire d'être capable de faire vivre 2 applications SPA. Parce que là, un des SPA, lui, il y a un routing, il connaît pas l'autre routing. Donc, quand il veut faire un routing vers l'autre, il faut vraiment qu'il ressorte, qu'il aille sur le serveur puis que ça revienne. Donc, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de challenge-là ou Ouais, alors, j'ai eu une fois un retour d'expérience avec des amis qui, eux, ont vécu ça pour une compagnie en France qui refaisait leurs interfaces web. Donc, ils étaient dans un contexte web et front-end. Et bah pareil, c'est ça, c'est immigré. Genre, je sais plus, c'était avant React et tout. Donc, ouais, c'était peut-être du Angular qu'il y avait.
Ouais, c'est ça. Ou ils migraient vers Angular, je sais pas. Ou non, je crois qu'ils migraient vers React. C'était le début de React, mais ils étaient sur un vieux truc. Et alors, en fait, l'approche n'est pas toujours évidente, mais les questions à se poser sont un peu similaires. C'est de se dire, dans mon contexte, c'est quoi un point d'entrée? Et donc, bon, bah, sur une API, c'est une route, hein, c'est un point d'entrée, mais dans le cas du web, ça va être une page web, c'est un point d'entrée. Et un outil qu'ils avaient utilisé, et puis, bah, c'est un peu daté, mais en fait, ça marche, ça peut faire la job. Ils avaient utilisé des iframes, en fait, pour avoir l'ancienne SPA et la nouvelle, et puis ils avaient fait en sorte que le design soit à peu près similaire pour que tu sois pas choqué là quand tu passes. En fait, ils avaient progressivement remplacé des bouts de l'application par en la réécrivant en fait au fur et à mesure. Puis ils embarquaient ça comme des iframes dedans. Alors je sais qu'il y a certainement des challenges, notamment il faut que les deux applications puissent communiquer d'une certaine manière. Le deuxième challenge que je vois là-dedans, c'est ok, mais enfin, tu livres beaucoup plus de JavaScript, par exemple, au client, t'en envoies encore plus, parce que si tu dois envoyer Vue plus React, bon, c'est pas une situation dans laquelle tu veux rester très longtemps, mais en tout cas, c'est une approche qui va pouvoir te permettre de faire ça au fur et à mesure. Ou alors, bah, après, ça dépend aussi de la taille de ta SPA, mais il faut se dire, est-ce que finalement, ma SPA peut pas s'arrêter à un moment, là, une certaine page, puis après, c'est une autre application qui reprend la main. Donc tu le découpes comme ça, tu sais, on revient un petit peu, ce serait pas une multi-page application, tu aurais deux SPA, on va dire, un qui fait le début, puis ensuite qui passe la main à une autre, donc on recharge la page entre les deux, ça c'est une autre option. Ou alors, ça aussi, ça a discuté avec beaucoup de discussions à avoir avec l'équipe, avec le produit aussi notamment, c'est peut-être que ça fait du sens de dire, ben on en profite, en fait ce qu'on est en train de faire, c'est un nouveau produit, donc on va refaire et on va en profiter pour se reposer des questions sur finalement on change complètement le client. Est-ce qu'on n'est pas en train de le moderniser? Est-ce qu'on refait pas ça puisque au final il y a un lourd travail là. On est en train de refaire le client, donc finalement on refait tous les écrans. À moins qu'on ait un design system qu'on porte de l'un à l'autre, il y a de grandes chances que ça s'en vienne avec un nouveau design ou des choses comme ça. Peut-être que dans ce cas-là, on parle d'un vrai projet de réécriture. Tout à fait. Là où tu veux passer de l'ancien au nouveau. C'est un peu la conclusion. Une des petites preuves de concept que j'avais fait vite fait et qui m'a littéralement jeté par terre, c'est que j'ai la chance d'être sur le bêta de CodePilot X, donc la nouvelle version de CodePilot dans GitHub, donc dans Visual Studio Code. Et j'ai soumis certaines des composantes en disant, écoute, si je te donne ça, comment tu me réécrirais ça en React? Et je suis tombé par terre parce que il m'a pas juste bien réécrit tout le code en React, il me l'a fait vraiment en React moderne. C'est-à-dire, il était assez intelligent pour utiliser toutes les... Faut dire que j'y avais donné des bons contextes, j'avais dit, écoute, je veux ça, mais il me générait, et là, je suis arrivé à la conclusion, je me suis dit, OK, ce qui était un projet de quelques ressources pendant plusieurs mois, avec cet outil-là, ça devient, oui, peut-être une ou deux ressources au lieu de plusieurs ressources, et en 2 mois ou 3 mois. Donc là, ça changeait, c'est comme si c'était un autre chemin. Tu sais, quand tu disais ne jamais réécrire, peut-être que là, avec ces outils-là, on va pouvoir penser, dire, on peut réécrire donc, ça reste à prouver parce que là, j'ai juste fait une petite preuve de concept sur quelques composantes. J'ai pris des composantes les plus ardues, par contre, et j'étais comme flabbergasté en disant, ben voyons donc, comment ça se fait qu'il me génère du bon code comme ça? C'est assez surprenant. C'est un très bon point que tu soulèves. J'ai joué aussi avec cette partie-là, utiliser l'AI pour le travail du code legacy. Puis ce qui est très intéressant, je pense, c'est que ça va nous donner des nouveaux outils. On va toujours avoir besoin d'avoir toi qui pilote un petit peu. Faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. C'est ça. Mais en fonction des outils que tu as, des choses qui n'étaient pas envisageables avant peuvent le devenir parce que ça change le rapport de coût et de risque. Ça, typiquement, moi, de mon expérience, c'est possible que en te faisant cette réécriture, c'est pas statique, donc il y a plus de chances qu'il ait introduit des erreurs sans s'en rendre compte. Puis, si tu maîtrises pas bien ce que ça faisait avant, ben, il y a des chances que tu laisses passer, mais
peut-être que ce risque est acceptable comparé au temps que ça t'a pris de le faire et que tu peux investir ce temps en faisant plus de QA derrière pour rattraper ça. C'est toujours à prendre en compte. En tout cas, c'est intéressant de tester ça. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans notre cas, c'est qu'on a déjà aussi un jeu de test qu'on peut demander de nous le convertir. Mais ce qui est intéressant avec Copilot X, c'est que je peux même lui dire, voici le code, génère-moi des tests. Et après ça, moi, ce que j'avais fait, j'ai regardé ce qui me générait comme test, je regardais ce que j'avais converti, et là, je me disais, OK, là, je vais pouvoir même faire un amalgame pour avoir une plus grosse couverture, parce que les tests, c'est la seule façon de se protéger dans ce cas-là. Donc, j'étais pas surpris quand tu as dit ma première recommandation, c'est faites-vous un test pour être sûr que ça refait le même comportement. Et dans ce cas-là, c'est sûr que nous, on se dit, ben bon, il va falloir se faire des tests aussi pour avoir, en tout cas, au moins, pas des effets de barre qu'on n'aurait pas vu ou quelque chose qui serait désastreux. Parce que c'est sûr que là, dans ce cas-là, un jour, il va falloir dire, ben, OK, on passe de la version X à la version N, qui est la nouvelle version, qui va être annoncée probablement en disant, il y a aussi des nouvelles fonctionnalités et tout, parce que, effectivement, comme tu dis, tant qu'à faire un saut quantique, faisons-le business-wise, c'est-à-dire qu'une intelligence d'affaires. Donc, et puis ça permet à ce moment-là aussi peut-être de mieux justifier tous les coûts, parce que ça coûte de l'argent à faire ça. Donc, si t'es pas capable d'avoir un modèle d'affaires qui se tient, tu vas rester avec... parce que tu vois, c'est ce qui est malheureux en entreprise, hein, c'est qu'il n'y a pas de modèle d'affaires, donc tu es toujours en train d'avoir à continuer à évoluer le patrimoine. Parce qu'à tout fois, on dit, moi, c'est un petit changement. Comme tu disais, c'est un petit changement à faire pour ce vendredi. Là. Tu moyen de nous faire ça. Et quand tu commences à additionner la somme des petits changements qu'on nous a demandé sur un an, ben tu dis, ben il y a quand même pas mal d'argent qui a été mis là-dedans, mais c'est comme si l'organisation ne voit pas qu'il y a un coût récurrent à maintenir le système. J'avais lu une étude par rapport à ça qui était intéressante. Je crois qu'elle date de 2001, où en fait le titre de l'étude c'était que, bon, c'était en anglais, mais c'était que personne n'est n'est récompensé pour résoudre des problèmes qui n'ont pas encore eu lieu. Et donc qui analysait globalement les dynamiques dans l'entreprise et en fait qui était étonné parce que c'est un problème dans l'informatique mais c'est un problème dans plein d'autres industries, c'est la qualité, la gestion de la qualité de ce que tu produis et des techniques pour améliorer la qualité, on en connaît plein, c'est pas un problème pour les managers, mais ils avaient remarqué que dans la plupart des compagnies toutes les initiatives de on va améliorer la qualité généralement n'aboutissent pas et il y a toujours des problèmes et en fait t'as un peu deux cercles qui jouent quand l'idée c'est que tu veux produire plus vite et t'as deux options, soit tu travailles plus dur, soit tu travailles plus intelligemment. Et en fait, le gros problème, c'est que travailler plus intelligemment, il y a un délai avant que tu vois les résultats de ton investissement. Alors que travailler plus vite, il y a moins de délai, le résultat est tout de suite. Et du coup, c'est très facile de tomber dans l'erreur de dire, je vais travailler plus dur. Par exemple, tout d'un coup, je sais pas moi, il y a quelque chose qui casse et il y a une deadline très urgente et qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde sur le pont, on travaille plus tard, on fait plus d'heures cette semaine, etc. Mais en faisant ça, tu dégages moins de temps pour travailler plus intelligemment et en fait, en rentrant dans ce mode plus réactif, plus je vais travailler plus dur, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux qui te laisse de moins en moins de temps pour investir pour plus tard. Sauf que tu seras limité parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas travailler plus dur. Il y a que 24 heures dans la journée et puis tu vas burn out, etc., etc. Et en fait, les problèmes de qualité viennent là-dessus que c'est très difficile ensuite pour ces compagnies de se dire on va arrêter de travailler plus dur et pour dégager du temps pour travailler un peu plus intelligemment. Donc, quand je dis travailler plus intelligemment, c'est typiquement faire du refactoring de techniques, ce genre de choses, si je rapporte à l'informatique. Sauf que, si je fais ça, ça veut dire que je dois arrêter tout d'un coup de travailler plus dur. Mais ça, tu vas avoir un impact tout de suite. Tu vas le voir tout de suite que ça va aller plus mal tout d'un coup, parce que tout d'un coup, les gens ne travaillent plus, il n'y a plus le fil. Et ça, c'est très difficile. En fait, ça commence, la conclusion de l'article, c'était un petit peu de ça ne marche que si tu arrives à introduire un changement dans la culture de l'entreprise
Et on parle de codes patrimoniaux, mais en fait, il y a une culture patrimoniale dans laquelle tu arrives. Et même si tu arrives, toi, avec plein de techniques et plein de bonne volonté, si tu arrives dans un système, donc quand je dis système, je parle de l'informatique, mais des gens aussi qui font partie du procédure de l'entreprise, quoi, cette culture-là, de ce système, qui n'est pas câblé pour ça, ben en fait, il y a de grandes chances que ça n'arrive pas parce que tu vas juste te retrouver à être pris dans ça jusqu'à ce que tu décides de partir ou que ça te convienne et que tu participes à ce système finalement. Ouais, parce que ce qui est plus vaste même que la culture patrimoniale, c'est que essentiellement cette culture-là, elle est englobée par une culture générale qui est même, tu sais, parce que pourquoi je pense à ça, c'est que je lisais ce matin Seth Godin, Seth Godin qui est, je vais le prononcer à la française, qui est un écrivain bien connu aux États-Unis, mais qui a aussi un blog, et je lisais une de ses entrées de blog où est-ce qu'il parlait justement de, puis c'est quelqu'un qui m'a envoyé le lien parce qu'il dit, écoute Mario, ça touche littéralement ton produit, puis je lisais son blog, je me disais effectivement, parce que ce qu'il disait dans son blog, c'est dans notre vie, on va avoir beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, notre système scolaire va nous enseignera pas à être proactif, à avoir une bonne santé de gestion de projet. C'est-à-dire que, premièrement, notre système scolaire, c'est pas nous qui décidons de nos projets, on nous donne on nous assigne des devoirs, premièrement. Donc déjà, on nous enseignera pas à faire les bons choix de priorisation sur nos buts. Parce que, donc ça, c'est une lacune première qu'il y a dans l'enseignement. Mais l'autre lacune, c'est qu'il disait que culturellement, beaucoup de mauvaises pratiques ou de choses qui sont pas saines au niveau de la gestion vont être récompensées ou vues comme étant un héros. Tu sais, le fameux, j'ai attendu à la dernière minute, j'ai fait un rush la nuit avant et j'ai réussi à sortir mon travail. Et il y a combien d'organisations, il y a des gens qui font travailler la fin de semaine, puis le lundi, là, c'est comme bravo, la claque dans le dos en disant bon travail, vous avez réussi à faire. Quand la vraie cause, c'est qu'il n'y a pas eu une bonne planification, une bonne gestion initiale. Puis ceux qui le font correctement, ben on les voit pas, ces héros-là, parce que ce sont eux les vrais héros. C'est ceux qui ne créent pas de crise. Mais on est dans une culture environnante où est-ce que la gestion de crise est vue comme étant... Puis je vais encore... Dernier aparté, Guy, je sais que c'est pas l'objectif du blog, mais je fais juste penser à ce qu'on vit aujourd'hui avec le réchauffement de la planète. Tous les systèmes politiques aujourd'hui, c'est vrai au Canada, mais je pense que c'est vrai partout à travers la planète, sont en mode réactif. Là, nous, on a des feux de forêt, et là, on dit, ben là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a personne qui prend 2 pas de recul pour dire, bon, préparons-nous, voyons ce qu'on va faire. Là. Donc, on s'enligne pour être dans les 50 prochaines années en réactif, jusqu'à la fin. Parce que avec ce mode-là, on n'est pas dans un mode où est-ce qu'on va gagner. On est en train de faire la même chose que les programmeurs qui vont tomber en burn-out. Donc, on le voit, là, nous, là, c'est les pompiers, ceux qui travaillent sur les feux de forêt sont épuisés. On en fait venir des autres pays, mais à un moment donné, il y a une limite, là. On n'est pas dans un monde sans fin. Mais quoi que les économistes en pensent, la croissance éternelle n'est pas vraie, mais on est dans cette culture-là. Et elle transpire même dans notre façon de gérer le code. Hein? C'est aussi triste que ça peut être. Et là, j'arrête ma digression. Oh c'est un sujet intéressant parce que finalement, Nicolas, tu nous as apporté 2 pistes de solutions, puis on a quand même placoté longtemps, puis regardé ces 2 solutions de divers angles. Je trouve... ça a été une conversation là intéressante à ce niveau-là. C'est qu'on peut. Le sujet est complexe. C'est un sujet qui est complexe. Ouais. Il est gros. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce dont on a parlé, c'est un petit peu le début. C'est par là que souvent je commence pour donner une autre chose ou ouvrir une autre porte et que les gens pourront explorer. Je parlerai de quelque chose qui est pas très connu, mais qui est très utile. C'est en fait l'analyse de comportement, behavioral analysis, sur le code. En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Adam Thornhill et il a écrit des livres. Le plus célèbre, c'est Your Code as a Crime Scene, donc votre code tel que serait une scène de crime. Puis il y en a un autre qui s'appelle Software Design X-Rays. Et en fait,
donc des livres qui payent pas de mine, puis je me suis dit, tiens, à quoi m'attendre là-dedans? Puis ça parlait de code legacy, donc moi ça m'intéressait, je les ai lus. Et en fait, je me rends compte que ce monsieur il a pris le problème du code patrimonial, donc ce code dont tu hérites, et il l'a pris sur l'angle un peu forensic, c'est-à-dire je vais essayer d'analyser les gens qui ont interagi avec ce code, et en fait, toutes ces informations-là, on les utilise rarement, et elles contiennent beaucoup d'informations. C'est Git, enfin, la plupart des projets avec lesquels j'ai travaillé maintenant utilisent Git. Et dans Git, tu sais qui a commité quoi et quand à travers l'histoire. Et tu peux en déduire énormément de choses, notamment, par exemple, tu peux faire des simulations. Moi, je m'en suis servi pour voir si cette personne part demain, quelles sont les parties de la codebase que cette personne contribue le plus, pour identifier en fait des choses que peut-être cette personne n'est même pas consciente que cette partie-là, c'est la seule à y avoir touché. Ça aide les offboarding. Mais aussi quand moi j'arrive sur une codebase en tant que consultant et que je fais une analyse de code, je regarde un petit peu ce qui existe et où je me trouve. Je fais en fait une analyse donc en utilisant les informations qui sont dans Git, des hotspots, c'est-à-dire c'est quoi les parties du code qui sont les plus complexes, oui, mais qui sont modifiées le plus souvent. Parce que on a un peu abordé ça précédemment, mais parfois le code il peut être très très complexe, très sale, très très vieux, pas moderne du tout. Puis en fait on l'a pas modifié pendant 3 ans, puis on va pas le modifier pendant 2 ans. C'est pas un problème. Par contre, tu peux avoir un code qui est pas mal plus propre, genre il est pas très sale, mais il est quand même, il y a des petits problèmes, il y a des des petits soucis dans ce code-là. Par contre, on le modifie 5 fois par semaine. Et en fait, le meilleur retour sur investissement, par où tu vas commencer à traiter ta dette technique, moi, je conseille toujours de commencer par ces bouts de code-là. Et même sur une énorme base de code, ça dépend pas de la taille de la base de code, ça dépend de la taille de l'équipe. Donc, c'est toujours gérable. En fait, c'est ma manière d'arriver sur un projet où les développeurs sont un peu démotivés parce qu'ils se disent il y a tellement de dettes techniques, il faudrait qu'on arrête de coder pendant 6 mois au moins pour pouvoir refactor, ce que le produit ne peut pas entendre. Et en même temps, tu le comprends, un modèle, tu peux pas dans un modèle d'affaires dire on développe pas pendant 6 mois et après on pourra développer des fonctionnalités un peu plus vite. Il faut le faire au fil de l'eau. Mais par où tu commences? Par où tu commences en regardant en fait les parties du code qui sont modifiées tout le temps. Et ça, tu peux le trouver dans Git. Puis si les gens cherchent behavioral analysis, ils vont trouver il y a des outils qui t'aident à le faire, à visualiser ça. On mettra le lien vers les deux. On mettrait le lien, ce serait bien. Moi, ça fait partie de ces techniques où quand j'ai découvert, j'ai dit et je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à pas connaître. En fait, énormément de gens ne connaissent pas. Donc souvent, c'est la technique que je diffuse. Puis la fameuse Bible, le livre que beaucoup de gens, quand on va leur parler de Legacy Code, c'est qui dans l'auteur? C'est Michael Feeders. Michael Feeders, c'est ça. Est-ce que tu le recommanderais comme lecture ou Oui. Alors, je sais que c'est pas un livre qui est facile à lire, surtout parce qu'en fait les exemples de code, ils sont datés. Déjà, ils étaient legacy à l'époque, mais le livre est ancien aussi. Ouais. Mais en fait, ça fait partie de ces rares livres où les techniques qui sont décrites ne dépendent pas d'un langage ou d'une version. Ce sont vraiment des pratiques de comment travailler avec du code hérité. Et c'est utile. N'importe quel développeur va apprendre des choses avec ça. Alors oui, les exemples de code, c'est du vieux code. Je sais même plus quel langage ils utilisent d'ailleurs. Je crois que c'est du Java. Je sais même plus. Ouais. Mais les techniques qu'il décrit, vous allez apprendre des choses et ça va vous aider à dire tiens, je vais utiliser ça. Les signes, par exemple, les points d'entrée pour modifier un code existant. Ce sont des techniques qui servent. Donc oui, je recommanderais de lire celui-là. Je recommanderais aussi Refactoring de Martin Fowler. Il a sorti la 2e édition il y a quelques années là. Puis ce livre Refactoring, c'est vraiment un catalogue de mouvements de refactoring. Et là, on parle de refactoring, sa définition de je change la structure du code sans changer le comportement. Donc s'il y a des bugs, je préserve le bug. Si je corrige le bug, ce n'est pas un refactoring. Donc, il découvre vraiment ça.
Et c'est vraiment un catalogue de recettes. Moi, je le prends comme un livre de cuisine où je dis, ah oui, alors, comment je fais ça déjà? Et il te montre extract variable, ou il te montre des techniques qui sont pas toujours automatisées selon ton langage ou ton éditeur. Et il te montre comment le faire étape par étape pour réduire le risque, encore une fois. Et ça, c'est pareil, c'est une compétence, moi, que je pratique beaucoup, puisque tu sais, ça te demande un peu d'entraînement, mais ça t'aide à avoir moins peur de changer du code. Et je pense que je vais finir là-dessus, j'ai parlé au tout début d'écrire des tests, des approval tests pour poser des tests avant de toucher le code. Dans la réalité, ça arrive que, en fait, avant de pouvoir mettre ce code dans un test, il faut quand même changer un peu ce code-là, parce que j'avais mentionné que peut-être tu fais un appel à une API externe et tu peux pas faire cet appel dans ton test, donc tu as besoin de couper ça. Du coup, il faut que tu modifies ce code, mais t'as pas de test. Ouais. Et ben, pour réduire le risque, en fait, utiliser les mouvements tels que décrits dans le livre Refactoring de Martin Fowler, ça permet de faire ce changement, mais moins risqué que un développeur classique qui arrive sur du code et qui commence à changer des trucs à droite à gauche sans vraiment de structure. C'est vraiment des mouvements, c'est un peu comme des mouvements d'arts martiaux. On va répéter celui-là parce que il est efficace, il est éprouvé, et en fait, une fois que tu sais le faire, ça va t'aider à enchaîner des trucs, des mouvements beaucoup plus complexes quand tu connais tes bases. Juste en terminant, moi, j'aimerais savoir ton opinion sur quelque chose. Habituellement, dans l'industrie, on va accepter le fait que si on a un nouveau produit, quelque chose de nouveau, souvent on se dit, ça nous prend quand même des concepteurs seniors pour faire ça, parce que ça va être complexe. Et moi, je trouve malheureux parce que je trouve que on sous-estime souvent le talent et les capacités que les gens doivent avoir pour maintenir et faire évoluer du code. Parce que trop souvent, on se dit, ça, on peut mettre des petits juniors, c'est pas si important. Et sans comprendre que on donne écoute, souvent, c'est ton code qui roule en production, que tu vas faire modifier par les gens, souvent les plus jeuneaux de ton équipe. Bizarre comme vision, mais est-ce que tu as vécu ça aussi dans l'industrie? C'était une forme d'inconscience des gestionnaires ou Oui, il y a de ça, puis il y a aussi ce deuxième aspect où souvent quand tu gagnes en seniorité, plus tu gagnes en seniorité, moins tu codes. Alors l'idée derrière, c'est que tu vas avoir plus d'impact parce qu'en fait tu vas être dans des décisions plutôt d'architecture l'idée c'est on se dit on va prendre des seniors parce qu'ils vont donner une direction qui va permettre à des gens moins expérimentés de faire du travail qui tient la route, sauf qu'en fait, moi de mon expérience, c'est exactement ce que tu dis. La maintenance, elle est importante, voire critique souvent, puis ça demande des compétences, c'est pas facile du tout, et ça demande de l'expérience. Donc, comment dire, moi j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je travaille autonome, mais avoir cette seniorité, mais continue à coder, continue à maintenir. Et en fait, c'est en faisant ça que tu te rends compte que tu avais peut-être imaginé une architecture au début, et peut-être qu'elle était valide d'avant, mais que sur le papier, elle est valide, mais que dans la réalité, elle l'est pas. Et être sur le terrain, ça te permet de réajuster l'architecture. Donc moi, je pousse à ce que, on va dire, tous les développeurs qui participent au projet codent. Bon, je sais que c'est pas la réalité dans énormément d'endroits, mais bon, moi, j'ai la chance de choisir mes clients, donc j'aime ça, pousser pour que je me retrouve pas dans des situations où en fait il y a une espèce de comité d'architecture de gens seniors, mais qui ne codent pas ou qui n'auront pas, enfin qui te disent quoi faire, mais qui seront pas là quand il faudra le faire. Ça fait tellement d'années qu'ils n'ont pas touché à du code, ils sont un peu comme souvent on les appelait des architectes astronautes. C'est-à-dire qu'ils sont dans la capsule spatiale, ils regardent la planète Terre, puis ils disent, ouais, ici c'est bleu, tout ça, ça doit être une rivière, mais ils se rendent pas compte que c'est pas du tout ça, mais c'est pas parce que c'est bleu, ça a l'air d'une rivière que c'est forcément une rivière. Quand tu vas mettre les mains dedans, tu te rends compte que c'est pas de l'eau, c'est un résidu, je sais pas moi, d'acide sulfurique d'une usine à côté, et envoie surtout pas quelqu'un se baigner là. Donc, il y a cette déconnexion-là, elle arrive trop souvent avec les années pour les gens qui touchent pas au code. Donc, moi, je suis un peu en accord avec ton propos de dire, restez connectés, restez branchés sur la réalité. Nicolas,
très intéressant comme discussion. Absolument. Et comme toujours, moi, j'ai appris des choses parce que c'est le but de faire le podcast. Guy et moi, la seule raison qu'on fait ce podcast-là, c'est parce qu'on veut apprendre des choses. Mais non, on veut aussi partager, mais on apprend toujours. Donc, c'était très formateur. Donc, on te remercie. Écoute, on va souhaiter une bonne programmation à nos auditeurs et on va les revoir le mois prochain parce qu'on publie un podcast par mois. Donc, le mot de la fin, Guy et Nicolas? Hey, salut! Salut, c'était très sympathique. Puis bon courage à tout le monde, là, si vous avez du code patrimonial à gérer. Il y a de l'espoir. On mettra les liens vers les ressources. Et puis, j'ai aussi un blog où il y a tellement de choses à dire, ça tiendrait pas dans le podcast, mais j'ai plein de ressources pour vous, si ça vous intéresse. On va mettre le lien, c'est sûr. Merci, Nicolas. À la prochaine! Visual Studio Talk Show.